Le destin exceptionnel d'Andri Sabi que nous venons de voir soulève une question fondamentale. Comment une cause, celle de la reconnaissance d'un génocide, passe-t-elle de l'ombre des archives à la lumière des parlements? Pour analyser ce processus complexe, nous recevons ce soir l'un des grands observateurs de la vie politique et médiatique française, Gérard Bardy, ancien journaliste à l'AFP et au Monde et biographe reconnu du général de Gaulle. Il a suivi de près ce combat mémoriel. Avec lui, nous évoquerons la portée de cette reconnaissance de 2001, mais aussi l'actualité brûlante avec le Forum de Paris sur la paix qui vient de s'achever. Est-ce que ces grandes rencontres diplomatiques peuvent encore aujourd'hui avoir l'impact qu'a eu le vote arraché par Henri Sabi en 1987? Gérard Bardy, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. La France a reconnu le génocide des Arméniens en 2001 et a joué un rôle majeur dans sa reconnaissance en Europe. En tant que journaliste, vous avez été le témoin de ce processus. Quelle a été la réaction de l'opinion publique française à cette époque et comment la perception de ce sujet a-t-elle évolué en France aujourd'hui? Le processus de reconnaissance par la France a été long, puisque dès le début des années 80, il y a eu des projets de loi, des demandes qui émanaient non seulement des associations arméniennes, mais aussi des parlementaires qui voulaient faire avancer ce dossier. Et puis il y avait des controverses parce que on voulait pas se fâcher avec la Turquie, qu'il y avait en France comme en Europe de l'Ouest beaucoup de travailleurs turcs qui venaient notamment dans l'industrie automobile. Alors on repoussait d'année en année. Et puis finalement, il faut citer son nom, car c'est Henri Sabi qui s'est saisi du dossier. C'est un parlementaire européen, socialiste, qui a été élu de 1981 à 1989. Et c'est lui qui a été le principal artisan, parce que comme ça ne passait pas en France, il a choisi de faire reconnaître le génocide arménien en juin 1987 par le Parlement européen. Et là, ça a donné quand même un élan, mais il a encore fallu attendre janvier 2001 pour que le Parlement français vote une loi. Et je me souviens très très bien de Jacques Chirac, avec qui j'avais parlé de ce sujet alors qu'il était président de la République en 2001. Et qui m'avait dit « mais c'est long, on n'y arrive pas ». Et finalement, c'est passé et depuis, je crois que ça ne pose aucun problème, que la communauté arménienne étant tellement bien accueillie en France, où elle n'a jamais posé le moindre problème, qu'aujourd'hui, tout naturellement, c'est entré dans le paysage politique et français. Je voulais justement parler d'Henri Sabi et vous venez de citer son nom. Alors, qu'est-ce qui a motivé un député français, un député socialiste à embrasser avec autant de ferveur la cause arménienne à une époque où ce n'était pas encore un sujet central de la politique européenne? Alors, c'est ce que je commençais à vous dire tout à l'heure, c'est que il a saisi avec d'autres, hein, c'est lui qui a été le leader, le meneur de cette équipe, mais il y avait plusieurs parlementaires et des socialistes comme lui, qui était un militant de longue date, un syndicaliste, un homme engagé, mais il y avait aussi des parlementaires de la droite qui étaient favorables à cette reconnaissance. Et encore une fois, comme ça butait en France, qu'il y avait des obstacles en France, lui, avec d'autres, se sont dit on va passer par le Parlement européen. Alors pourquoi lui? Je crois que d'une part c'était un fils d'immigrés, il était originaire d'Espagne, il avait à cœur de faire reconnaître les communautés étrangères installées en France. Mais vous savez, la conscience de cette nécessité de reconnaître le génocide arménien, ça remonte à la fin de la guerre en France. Ça remonte à Manouchian.
Manouchian. Vous dites Manouchian, Michak Manouchian, qui a été ce héros de la résistance française, qui a pris la tête d'un groupe de résistants étrangers vivant en France pour défendre le drapeau français, pour défendre la France. Et à partir de ce moment-là, il faut rappeler que Michak Manouchian et 24 de ses camarades ont été arrêtés par les Allemands et fusillés en 1944 sur une colline qui s'appelle le Mont Valérien qui domine Paris. Et ils sont devenus des héros. Et on leur a même consacré un film qui s'appelle L'Affiche rouge. Oui. Et alors, je crois que la cause arménienne, elle a beaucoup avancé à partir de la conduite héroïque de Manouchian. Et que après, c'est venu, il y a eu des demandes, bien sûr, de la communauté arménienne en France, qui n'est pas immense, mais qui est quand même conséquente. Et il a fallu que des parlementaires, petit à petit, s'en saisissent. Bon, il y avait sans doute d'autres urgences. Et puis, encore une fois, ce risque de créer des difficultés relationnelles diplomatiques avec la Turquie, ça a été, je crois, central. En tout cas, Chirac me l'a toujours expliqué comme ça, en me disant on n'y arrive pas parce qu'on a peur de se fâcher avec les Turcs. Et ici, le plus poignant, c'est son testament. Il a souhaité que ses cendres soient dispersées entre la France, l'Arménie et l'Artsakh. Le saviez-vous? Oui, je connaissais. Vous savez, puisqu'il a été porté un peu comme un héros pour avoir arraché au Parlement européen cette reconnaissance du génocide arménien, il a ensuite été entouré d'honneur jusqu'à la fin de sa vie. Je lis parce que je ne veux pas faire de faute de prononciation. Il a reçu la médaille prestigieuse arménienne qui s'appelle le Mekbitar. Mekbitar gauche. On prononce toutes les lettres chez vous, c'est bien, gauche. Des mains de l'ambassadeur d'Arménie en France à cette époque. Je crois qu'il a reçu en avril 2011 et le malheureux est mort 2 mois après. Et je sais que selon ses volontés, ses cendres ont été dispersées dans 3 endroits. Une partie dans sa région d'adoption qui était la région de Toulouse, où il était élu et maire d'une petite commune. Aujourd'hui, la jeune génération française, comment perçoit-elle le génocide des Arméniens? Est-ce un sujet enseigné et bien compris dans les écoles ou reste-t-il une histoire lointaine? Alors, le génocide arménien est bien sûr étudié dans les écoles. Oui. Dire qu'on y passe suffisamment de temps, ça serait abusif. Non, bien on sûr. passe tout ça. L'enseignement de l'histoire n'est plus aussi fort qu'il était en France, hélas. Mais le président Macron a pris une décision en 2019 en instituant chaque année, le 24 avril, la journée annuelle de la commémoration du génocide arménien. Alors chaque année, dans beaucoup de villes en France, là où il y a des monuments, la communauté arménienne se réunit avec les élus et puis il y a des discours, il y a des commémorations. Ça fait vivre cette mémoire-là. Par exemple, moi j'habite une partie de l'année à Cannes, eh bien à Cannes, il y a un très très beau monument arménien sur la Croisette. Dans la ville voisine qui s'appelle Mandelieu, qui est une ville où il y a des ports de plaisance, eh bien là aussi, il y a récemment, je faisais mon footing et il y avait un attroupement et c'était l'inauguration d'un nouveau monument récent pour la communauté arménienne. Donc, votre communauté arménienne est bien vivante en France, sauf que la population arménienne ne fait jamais de bruit. C'est une population intégrée, travailleuse, parfaitement bien. Je ne crois pas qu'elle ait de problème, elle. J'espère qu'elle ne souffre pas de problèmes dont peuvent souffrir les Français d'une façon générale. Mais ça s'est toujours bien passé.
Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que au-delà du soutien officiel de l'État qui est bien connu, je m'intéressais à la perception plus profonde au sein de la société française. Bon, comme nous parlions des connexions, des liens, alors parlez-nous de votre connexion avec l'Arménie et les Arméniens. Alors moi, j'ai découvert l'Arménie grâce à Charles Aznavour. Oui. J'étais jeune journaliste à l'agence France-Presse, chargé des affaires judiciaires, quand il a eu des ennuis fiscaux, parce qu'un de ses conseillers fiscaux lui avait recommandé de mettre son argent en Suisse. Il l'avait fait sans prendre assez de précautions. Enfin bref, il a fait l'objet d'un procès retentissant que j'ai suivi de bout en bout. Et le premier jour, je ne sais trop pourquoi, nous avons sympathisé. Je crois savoir pourquoi, parce que j'ai été le premier à connaître ces ennuis judiciaires. Je l'ai appelé ce qu'on appelle un scoop chez les journalistes. Et je lui ai dit, je n'écrirai jamais de dépêche d'agence sans vous donner la parole dans le même texte, pour qu'il y ait l'accusation et la réponse et la défense. Et je crois qu'il a été touché, son avocat avec lui, et nous avons établi des liens de grande proximité avec sa sœur Aïda, qui nous a quittés il y a quelques jours, avec son beau-frère, le compositeur Garvarins, etc., etc. Et nous avons gardé des bonnes relations. Et puis, un jour, je lui dis, mais Charles, toute cette affaire vous abîme, parce que ça faisait beaucoup, beaucoup de bruit en France et dans le monde même. Et je lui dis, vous devriez, vous, le fils d'Arménie, l'enfant issu de cette terrible histoire, vous devriez écrire vos mémoires pour ne pas que le public reste sur cette affaire fiscale. Et il ne me répond pas. Et 15 jours après, je le recroise et je lui dis, mais Charles, il faut écrire vos mémoires et tout. Et là, il me dit, ah, vous m'ennuyez. Il s'énerve et il me dit, mais vous m'ennuyez. Et c'était en quelle année? En 1972. Vous n'étiez pas né, de très loin. Et il me dit, vous voulez l'écrire, ma vie, écrivez-la. Et j'ai dit, ben, chiche, allons-y. Et c'est comme ça que j'ai écrit la biographie, avec l'aide de toute la famille, avec lui. Je suis allé l'interviewer partout où il était, à New York, quand il chantait au Carnegie Hall, en Suisse, où il avait établi sa résidence. Donc, je l'ai vraiment côtoyé longtemps, pas tout à fait la fin de sa vie, parce qu'il s'était un peu isolé, mais quand il tournait des feuilletons télévisés, par exemple, et tout, je l'ai rejoint sur plusieurs tournages. Et il a été ma porte d'entrée dans l'histoire de l'Arménie. Et puis j'ai eu la chance aussi, lorsque je présidais l'Union de la presse francophone, d'assister aux assises de la presse francophone qui se tenaient à Erevan. Ça, c'est l'essentiel des liens que j'ai avec l'Arménie. Alors, Charles Aznavour vous a ouvert les portes vers la petite Arménie. Oui, pourquoi vous me dites petite Arménie? Parce que l'Arménie est toute petite sur la carte. Oui, mais il y a des peuples qui occupent peu de place sur la carte du monde et qui, par leur histoire, par leur culture, sont des peuples importants. On ne va pas citer ceux qui sont aujourd'hui en proie à l'actualité, mais on sait très bien que non, le peuple arménien, d'ailleurs, toute la diaspora arménienne dans le monde, a réussi à faire vivre l'Arménie plus grande qu'elle n'est réellement. Je crois qu'il y a l'image de l'Arménie est plus puissante que le pays lui-même, qui connaît, hélas, des difficultés de frontières, comme il en a souffert récemment. La moitié de vos livres, 6 sur les 12, sont consacrés au général de Gaulle. D'où vient cette fascination? Est-ce que la figure de Charles de Gaulle nous dit encore quelque chose de la France de 2025? Écoutez, le général de Gaulle pourrait être oublié malgré tout ce qu'il a fait pour la France. L'appel du 18 juin depuis Londres pour sauver la France occupée par les Allemands, il était un homme seul. Il est allé jusqu'au bout de l'aventure et la France a été libérée.
Oui. C'est très important. Oui. Ensuite, quand il a créé la Ve République en 1958, malgré toutes les turbulences de la vie politique française, et elles sont grandes en ce moment, nous vivons encore sous le régime de la Ve République, avec des institutions dont nous avons hérité du général de Gaulle. Ce n'est pas rien. S'il n'y avait pas la Ve République, si nous étions restés avec le fonctionnement de la Quatrième République, la France qui est malade aujourd'hui, elle serait morte. Oui. Elle serait morte. Donc, moi, je suis fasciné par l'histoire contemporaine, et je suis aussi fasciné par l'ambition, par l'esprit de la grandeur. Or, le général de Gaulle incarnait ça pour moi. La droiture, l'honnêteté, quelqu'un qui ne cherche pas à s'enrichir, quelqu'un qui fait le bien commun pour son pays. Ça continue aujourd'hui à me fasciner. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches avant d'écrire le premier livre, qui était la première biographie de Gaulle chrétien, qui s'appelle Charles le Catholique. J'ai passé 14 mois entiers dans les archives, parmi la poussière et les vieux papiers, pour rechercher des choses qui n'avaient jamais été écrites, et afin de brosser un portrait de Gaulle chrétien. Qu'est-ce que la foi chrétienne chez de Gaulle a changé chez l'homme, chez le soldat et chez le chef d'État. Et j'ai la chance d'avoir eu beaucoup de succès avec ce livre. Nous avons fait plusieurs magazines à la télévision. J'ai obtenu une distinction honorifique d'une société littéraire. Donc, tout ça a bien marché. Le général de Gaulle, pour répondre plus précisément à votre question, il est d'actualité parce que tous les hommes politiques de tous les bords, de la droite à la gauche de la gauche, en France, se réfèrent au général de Gaulle. Parfois, ça a un côté surréaliste de voir des gens qui sont si loin de ces valeurs, mais qui le citent en référence parce qu'il est aujourd'hui une sorte de balise, une sorte de repère dans ce désordre politique. Donc, il existe encore comme ça. Et puis, aussi, moi, je ne peux pas faire un salon du livre sans être assailli par du public qui me parle de Gaulle, y compris ce qui est nouveau depuis 4-5 ans. Je vois des jeunes de moins de 30 ans, notamment des étudiants, mais pas uniquement, qui viennent et qui, même s'ils n'ont pas les moyens d'acheter un livre, me posent des questions sur le général de Gaulle, parce que c'est redevenu un personnage central. Le forum sur la paix s'est achevé à Paris. Nous savons bien qu'actuellement le monde entier est en proie au chaos. Quel est votre sentiment envers cette nouvelle édition de ce forum? Je vous dois de vous dire la vérité. Le résultat est décevant. Pourquoi? Il y a très peu de chefs d'État. Il n'y a aucun chef d'État de grande nation. C'est quelque chose, c'est la 8e édition. Oui. Mais le processus s'est endormi. Aujourd'hui, alors j'ai repris, puisque je savais qu'on allait en parler, ça traite aujourd'hui Nouvelle coalition pour la paix, les peuples et la planète. C'est un peu, c'est beaucoup, quoi. C'est vague comme thème. Donc, par exemple, la presse française n'en parle pas. Oui. Ça a ouvert hier, hein, ça dure 2 jours. Il n'y a pas du tout d'articles dans la presse. Mais j'ai vu des retours sur la chaîne TF1. En 20 secondes. Hein. Vous savez comment on expédie une information en 20 secondes. Non, c'est dommage parce qu'il y a des turbulences dans le monde. Il y a des zones complètes dont on parle peu, comme le Soudan par exemple, et d'autres endroits comme l'Ukraine, comme Israël, etc., dont on parle quotidiennement. Il y a beaucoup de turbulences, il y a beaucoup de désordre dans le monde, et ce forum de la paix, je pense qu'il ne survivra pas au président Macron, que lorsque le président Macron quittera le pouvoir, je pense que cette initiative tombera, sauf à renaître sous une autre forme, mais elle est trop généraliste, elle n'est pas assez... il eût fallu choisir un thème
bien précis pour avancer et faire venir de grands leaders. Les États-Unis sont pas là, la Russie n'est pas là, la Grande-Bretagne n'est pas là, le président allemand ne s'est pas déplacé. Il y a pas grand monde. Il y a pas grand monde. Mais si on parle de la paix en général? La paix, bien évidemment. Tout ce qui concourt, comme ce forum pour la paix, tout ce qui concourt à apaiser les tensions, à arrêter les guerres quand elles sont déjà déclarées, tout ça est positif. On ne peut que souhaiter la réussite. Quand je vous dis que c'est pour moi une sorte d'échec, ce qui se passe aujourd'hui à Paris, je le dis pas avec plaisir. Je le regrette. J'aurais préféré que ce soit quelque chose de structuré. Et puis, vous savez, il y a une image de la France qui est un peu controversée aujourd'hui, il faut aussi le dire. Moi, je suis français, j'ai le droit de le dire. Il y a un président de la République, là, ce matin, nous avons de nouveaux sondages. Il y a plus que 11% des Français qui le soutiennent. C'est terrible d'avoir un Français sur 10 qui soutient son président. Donc, il y a un certain nombre de phénomènes qui font que la France ne se trouve pas aujourd'hui dans une position d'être un entraîneur, d'être un meneur, d'être à l'initiative. Son autorité n'est plus assez grande pour porter de grands événements comme ce forum de la paix. Et encore une fois, je crois qu'il faut le regretter, car la situation du monde, les tensions qu'il y a dans le monde justifieraient que la France du général de Gaulle, permettez-moi d'y revenir, retrouve de la force. Nous avons, à cette époque du général de Gaulle, connu des traités de paix signés, notamment au château de Versailles et tout. Aujourd'hui, on est très loin d'avoir cette force diplomatique dans le monde. Merci beaucoup, Gérard Bardy, pour cette interview. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Notre invité était Gérard Bardy, journaliste qui a fait une grande partie de sa carrière à l'AFP et au Monde.